Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Moi, ce que je conseille aux gens par rapport à la spiritualité ou à leur quête de sens, c'est d'alterner deux choses. C'est bien d'avoir des phases de réflexion, de se poser des questions, etc. Mais parfois, on se met trop de pression sur la connexion à l'âme, etc. Et en plus de la réflexion, il faut des phases d'action. Donc même si vous n'avez pas une ligne directe avec votre âme qui vous dit exactement quoi faire, mais que vous pensez avoir perçu quelque chose, c'est important de poser des actions, d'être incarné, d'être ancré, d'être dans l'humain, dans la réalité, parce que les actions vont vous renvoyer des choses. Bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec nos amis belges qui font parfois le déplacement et qu'on est ravis d'accueillir. Bruno Sbill est installé sur les canapés. Bonjour Bruno. Bonjour Marc. Est-ce que vous êtes venu avec votre famille d'âme? Ah, elle m'accompagne toujours. Hein. Obligé. C'est de cela dont on va parler avec un livre qui vient de sortir aux éditions Exergue dans la grande maison d'édition de la famille Trédaniel, Ma famille d'âme pour guide. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez sans doute vous découvrir au travers de votre famille d'âme. D'abord, savoir quelle est cette famille d'âme. Est-ce que vous êtes de la famille des passeurs, des visionnaires, des artisans de la paix, des bâtisseurs ou des sages? Il y a des tableaux explicatifs, il y a des QR codes également qui vous permettent de bien savoir ça. Parce que la famille d'âme, d'abord on a, alors j'aime pas le mot obligation, mais tout le monde a une famille d'âme. Oui, c'est ça. Tout le monde a une famille d'âme et c'est intéressant ce que vous dites avec le mot obligation parce que parfois notre famille d'âme, pour certains, elle est évidente, pour d'autres, elle est cachée. Certains peuvent même être surpris de leur famille d'âme ou fâchés avec leur famille d'âme. Donc la famille d'âme, c'est vraiment un peu le contrat qu'on a fait avec notre âme, une fois qu'on s'incarne, de dire, bah, tiens, dans cette existence-ci, j'ai envie de plus pratiquer certaines choses. Évidemment, ça varie d'une famille d'âme à l'autre. Dire qu'on est parfois fâché avec sa famille d'âme, c'est presque antinomique. Oui, parce si c'est une famille d'âme. Oui, mais en fait, on vit dans un monde un peu particulier, hein, et donc parfois notre nature profonde, par rapport à notre éducation, à ce qu'on a vécu dans notre vie, aussi par rapport à notre genre, à notre position géographique, il y a certaines familles d'âme qui vont être plus faciles à vivre que d'autres. Et donc, il y en a certains qui sont très connectés à leur famille d'âme, et tant mieux pour eux. Et il y en a pour certains, comme pour moi, ça a été plutôt une découverte surprenante. Et donc, c'est pour moi l'expérience d'incarnation. Parce que c'est vrai que moi, j'avais un peu le fantasme dès mes 5 ans, avoir un ange qui descend du ciel, qui me donne un parchemin doré, qui me dit « Voilà tes dons, ta mission et tout, tu as tout ce qu'il fallait savoir. » C'est cela, oui. Ben, c'est pas ce que les autres vivent, donc ça n'aurait pas été juste. Et donc oui, ça peut paraître surprenant que pour certains, c'est difficile à identifier, voire même caché. Alors, juste pour dire, si on était par accord avec sa famille d'âme, oui. Ça se concrétiserait de quelle manière? On se sentirait mal, on ne serait pas aligné? Voilà, souvent on souffre. En fait, on dit souvent que pour suivre la vibration de son âme, il faut suivre la joie. Bah, je prends l'exemple simple de ceux qui ont une activité professionnelle dans laquelle ils ne s'épanouissent pas. Bah, vous, j'imagine que vous avez suivi votre passion parce que vous avez déjà mis en place quelque chose d'assez particulier. Moi, à un moment, quand j'ai découvert ma famille d'âme, j'en ai profité pour me réorienter professionnellement. Et donc, parmi les gens qui nous regardent, il y en a peut-être qui ont un travail où ils ont les compétences, ils savent faire, mais à la fin de la journée, ils sont plutôt fatigués ou ils ne sont pas, en tout cas, ravis de leur travail. D'ailleurs, parfois, j'ai certaines conversations quand on dit en fait, tu peux être heureux dans ton travail. Pour certains, c'est presque antinomique. Comme si la croyance était, ben non, on est malheureux, mais il faut bien gagner sa vie, et c'est comme ça. Ben non, ce n'est pas nécessairement une fatalité. Est-ce que ça peut être en dehors du travail? Tout à fait. Donc moi, dans le livre, je donne pas mal d'exemples parce que je me suis réorienté professionnellement. Mais une mère de famille pourrait vivre sa mission de vie et sa famille d'âme avec ses enfants. On peut le vivre avec ses amis. On peut le vivre dans l'associatif, dans un hobby. Donc ce n'est pas nécessairement pour trouver son travail.
Alors comment, alors évidemment tout le monde va se poser la question de savoir quelle est ma famille d'âme, qu'est-ce que ça change de savoir? Alors, moi, je peux vous dire ce que ça a changé pour moi. Parce que c'est ce qui m'a plu dans ce modèle, donc, qui a été identifié par une Canadienne qui s'appelle Diane Leblanc. Et en fait, c'est un peu comme un modèle avec différents types de personnalités. Moi, une fois que j'ai découvert ma famille d'âme, donc dans les familles d'âme, on a la croyance qu'on a tous une mission de vie. Ouais. Donc à chaque famille d'âme, sa mission de vie. Moi, ça a vraiment résonné en moi quand j'ai découvert ma mission de vie, qui est d'éveiller les consciences. Je me suis réorienté professionnellement pour donner des formations, pour dans le monde de l'entreprise amener des choses qui, selon moi, avaient du sens, parce que j'avais beaucoup manqué de sens dans le monde de l'entreprise, et pour faire connaître le modèle de famille d'âme qui, à l'époque, était beaucoup moins connu. Donc c'est ça qui m'a amené vers des projets d'écriture. Alors aujourd'hui, vous êtes coach, formateur, conférencier, auteur évidemment avec ce livre aux éditions Exergue, Ma famille d'âme pour guide, passeur, visionnaire, artisan de la paix, bâtisseur ou sage. Ce sont les différentes familles. Oui. Alors, on va donner la vôtre. Oui, donc moi je fais de la... Est-ce qu'on a le droit de la donner ou pas? Moi, ça dépend de chaque personne. Moi, j'ai aucun problème à en parler, Okay. mais certaines personnes pourraient trouver ça trop intime et ne pas vouloir en parler. Donc moi, je fais de la famille d'âme. Je fais partie de la famille d'âme des passeurs. Des passeurs. Alors moi, j'ai vu beaucoup de choses sur la famille d'âme des passeurs. C'est une bonne famille. Alors, il n'y a pas, c'est comme les inconnus, hein, il y a la bonne et la mauvaise famille d'âme. Non, il n'y a pas de bonne famille d'âme, il n'y a aucune hiérarchie dans les familles d'âme et aucune n'est préférable à une autre. Après, ce qui est intéressant, c'est que il y a des livres qui ont été écrits sur les passeurs d'âme. Et donc là, moi, quand je fais des séminaires pour aider les gens à identifier leur famille d'âme, souvent, il y a plein de gens qui veulent être passeurs parce que, comme c'est lié à la dimension spirituelle, on pourra en parler plus tard, mais en fait, on est lié à 4 corps, à 4 dimensions. Le corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc les passeurs, ils sont liés au corps spirituel. Et donc tous les gens, enfin beaucoup de gens intéressés par la spiritualité ou le développement personnel, parfois veulent être un peu passeurs, comme si c'était un peu la famille d'âme à la mode. Et bien souvent, ceux qui veulent l'être ne le sont pas. Parce que ceux qui sont vraiment passeurs, souvent, ils n'ont pas trop envie de cette famille-là. C'est ça. Mais par exemple, il y a la famille d'âme des bâtisseurs où on va retrouver beaucoup d'entrepreneurs. On pourrait se retrouver dans des conférences ou des séminaires d'entrepreneurs où là, ils voudraient tous être plutôt bâtisseurs parce que c'est celui qui va de l'avant. Mais donc, j'insiste, il n'y a aucune hiérarchie, aucune famille n'est préférable l'une à l'autre. Alors, avant d'expliquer un petit peu toutes ces familles et de donner quelques spécificités, et je rappelle d'ailleurs dans votre livre qui s'affiche ici, alors vous avez mis à chaque fois les familles d'âme, hein, bâtisseurs, artisans de la paix, visionnaire, passeur, sage, le corps principal, quand vous parliez de l'émotionnel, du physique, tout à l'heure du mental, du spirituel, etc., etc. On va détailler tout cela pour qu'effectivement on puisse avoir un aperçu des choses. Mais avant toute chose, parlons de vous, et notamment de votre première partie de vie, parce que vous étiez dans un circuit assez cartésien. Ah oui, moi j'étais informaticien. Informaticien. Donc il n'y a pas plus cartésien que ça. Voilà. Et donc moi, quand je suis arrivé dans le monde du travail, j'ai été très déçu. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé, peut-être comme d'autres personnes qui nous regardent, quand je me posais des questions spirituelles, existentielles, on me répondait « travaille bien à l'école ». Donc dès 8 ans, je me posais des questions sur la vie, etc. Mais c'était plutôt la seule spiritualité auquel j'avais accès, c'était plutôt la religion. Donc quand on parle de spiritualité dans les familles d'âme, on ne lie pas nécessairement ça à une religion. Donc à chacun sa spiritualité, et libre à chacun de mettre de la religion ou pas. Et donc on me disait, travaille bien à l'école, comme ça tu pourras faire des hautes études, et quand tu auras fait des hautes études, tu auras un beau métier. Et donc, consciemment ou pas, j'ai toujours vu le monde du travail un peu comme un Eldorado, comme l'objectif suprême à atteindre. Et quand je suis arrivé dans le monde du travail, grosse déception. J'étais dans le monde des entreprises, les gens n'étaient pas très motivés, les projets n'étaient pas passionnants, ce que je devais faire n'était pas passionnant. Donc pendant plusieurs années, j'ai été fort déçu. Et j'ai eu la chance de rentrer dans une société de services informatiques où le directeur était très présent, très accessible et très ouvert sur plein de choses. C'est-à-dire qu'en plus des formations classiques, on était accompagné par des coachs qui faisaient de la PNL, donc une branche de la psychologie, mais qui est assez cartésienne. Et un jour, lors des séminaires qu'on pouvait faire, dans les couloirs, j'ai entendu tout le monde dire « Famille d'âme, famille d'âme, famille d'âme, faut que tu fasses le séminaire, c'est trop fort ». Et donc à l'époque, il y a 17-18 ans, j'ai fait le séminaire avec ma compagne et mon meilleur ami. Donc on a découvert chacun notre famille d'âme. Et voilà, donc c'est vraiment surprenant dans le monde de l'entreprise d'avoir découvert. Finalement, c'est ça qui m'a reconnecté à ma spiritualité. À 40 ans, débute donc une psychanalyse.
Oui, voilà. Enfin, il y a psychanalyse, mais c'est plutôt psychothérapie que j'ai fait avant même 40 ans, hein, plutôt vers la trentaine, parce que justement, dans cette société que je citais, de voir des psys qui nous accompagnaient pour faire grandir l'entreprise et de voir qu'ils n'avaient pas l'air fous, ce qu'ils racontaient avait l'air cohérent. D'avoir la porte ouverte vers la psychologie, pour moi ça a été la PNL, donc qui ne parle pas que de thérapie, on peut faire un brainstorming à la façon de Walt Disney ou travailler comme Léonard de Vinci, donc c'était très engageant. Et en fait, beaucoup de gens dans l'entreprise ont commencé à aller voir les psys, mais sur des marches personnelles pour leurs problèmes à eux. Alors, je ne sais pas si vous imaginez une entreprise où les managers travaillent sur leur ego, ça a presque l'air d'être de la science-fiction. Alors, tout le monde ne le faisait pas, hein, mais donc moi, ça a été vraiment la porte ouverte aussi pour commencer un travail sur moi-même. Mais de là à tout plaquer pour s'orienter sur effectivement de l'accompagnement et notamment au travers des familles d'âmes, il y a un monde quand même, il y a un chemin. Voilà, alors déjà quand j'ai découvert ma famille d'âmes, entre le moment où je l'ai découverte et où j'ai quitté cette société, il s'est passé plusieurs années. Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de gens vont peut-être se dire « Ah, c'est compliqué d'identifier ma famille d'âme ». Mauvaise nouvelle, parfois c'est même plus compliqué de l'assumer. Parce que moi, d'être informaticien, compétent, chef de projet, je commençais à bien comprendre le monde de l'entreprise, voir que en fait mon truc c'est la spiritualité, je me dis tiens, est-ce que j'ai pas fait fausse route? Est-ce que vous avez mal vécu ça ou pas? Alors, au début. moi quand j'ai fait mon séminaire, je me suis connecté à ma famille d'âme, j'étais hyper cartésien. Je suis arrivé dans le séminaire, je me suis assis, j'ai senti qu'on me disait passeur. Donc j'étais là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc pendant tout un week-end, j'ai plané. Donc vraiment, ma compagne, elle ne me reconnaissait pas. Et puis après, j'ai plané, il a fallu que j'atterrisse, il a fallu que je me rende compte de ça. Et donc, j'ai d'abord eu une phase où j'étais content, et puis une phase où j'étais plus dans le mental en me disant « t'as perdu ton temps, t'as 32 ans, si t'avais découvert ça à 20 ans, t'aurais pu être plus efficace et tout. » Et en fait, pour l'âme, le temps n'a pas d'importance. Et si vous n'aviez pas fait ce séminaire dans l'entreprise où vous étiez, exactement, vous n'auriez pas eu l'expertise que vous avez aujourd'hui. Voilà, qui me permet parfois sur des... comme on a appris à très bien communiquer, par exemple dans ce monde-là. Avec ma compagne, on est fort impliqué dans tout ce qui est enseignement alternatif, pédagogie nouvelle et tout. Et donc, on aide, par exemple, des projets comme ça à bien communiquer. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Je fais référence à Steve Jobs qui parle parfois de « connecting the dots », qui dit en gros, croyez à quelque chose, vous allez faire plein de choses dans votre vie, et un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout a eu son sens. Et donc, c'est vraiment ça, moi, que j'engage les gens quand ils découvrent leur famille d'âme, c'est tout ce que tu avais avant n'a pas servi à rien et tu as appris plein de compétences qui vont maintenant te servir pour la suite. Alors, évidemment, Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui est disparu. Quelle année il est parti quand? Quelle année, je ne sais pas, mais il n'est plus avec nous. Il n'est plus avec nous. Où il l'est. Voilà, c'est ça. En fonction de nos ressentis et de nos croyances. Ma famille d'âme pour guide. Alors, on va rentrer dans le dur. Il faut expliquer les choses, évidemment, parce que c'est quand même très important. On ne va pas pouvoir, en 50 minutes, découvrir notre famille d'âme tout de suite maintenant, mais on va donner quand même les grands traits, les grandes lignes. Si on devait les prendre une par une, juste pour donner quand même le cadre. Passeur, vous êtes passeur, c'est ça, oui. Vous m'avez dit, et passeur, c'est spiritualité. Voilà, donc ils sont connectés à la dimension spirituelle. Ça ne veut pas dire que les autres dimensions ne sont pas importantes. Par exemple, un des gros challenges du passeur, ça va être d'être connecté au corps physique, d'avoir les pieds sur terre. On a tous connu des gens connectés à la spiritualité qui on comprend rien à ce qu'ils racontent. Quand on est trop là-haut, les moines bouddhistes ils disent pour que l'énergie circule, c'est à partir du ciel vers la terre. Il y a plein de positions en tai chi, par exemple, qui vous apprennent ça aussi. Donc, paradoxalement, le premier challenge qu'on est connecté là-haut, c'est de garder bien les pieds sur terre. Ensuite, un petit mot par rapport aux dimensions. C'est pas parce qu'on est connecté au spirituel que les autres ne sont pas importantes. Mais pour le passeur, les messages, ils vont venir du spirituel, comme moi j'expliquais quand j'étais assis à ce séminaire. Donc ça, c'est leur dimension principale. Le visionnaire, par définition, si le passeur, c'est le corps spirituel, le visionnaire, le corps mental, ça veut dire que les messages passent par le mental? Voilà. Alors lui, c'est intéressant parce que sa plus grande force, ça va être le mental. Mais comme il a tendance à tout analyser, à prendre plein de connaissances, etc., en fait, le challenge du visionnaire, ça va être parfois de se déconnecter de son mental pour oser entendre son intuition. Mais oui, parce qu'on passe notre temps à nous dire qu'il faut décrocher du mental. Voilà, et mettre en sourdine le mental. Alors, si on est visionnaire et que tout passe par le mental, parce que c'est le corps mental, le corps principal...
Voilà, mais comme nous, dans les familles d'âme, on relie l'intuition au mental. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, on aime bien dire décrocher le mental, mais il y en a qui décrochent trop et du coup qui tombent sous des gourous, etc. Donc il a aussi son importance. Mais l'intuition, c'est souvent la bonne idée arrive. Et en fait, moi, j'accompagnais quelqu'un et il a commencé à identifier ses intuitions en voyant comment il les démontait. Ça veut dire que l'idée arrivait et c'était la bonne idée. Et puis, il y avait les « oui, mais enfin, bon, à notre époque ». Et à partir du moment où il a commencé à tester ses intuitions, il était là, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Mais en fait, c'est la bonne idée. On pourrait prendre l'exemple des réseaux sociaux qui ont été inventés il y a 20 ans. Imaginons que tu es un investisseur et je viens de dire « Tiens, on va créer un site web. » Et puis, on ne se connaît pas, mais on pourrait être amis. Et je mettrai une photo d'un spaghetti bolognaise et tu pourras commenter en dessous « C'est un beau spaghetti bolognaise ». Est-ce que tu m'aurais donné de l'argent pour ce projet? Ben voilà, il y en a qui intuitivement ont senti que ça allait fonctionner. Donc voilà, donc c'est un peu paradoxal et c'est souvent le challenge du visionnaire, c'est sortir de là pour entendre son intuition. Autre famille d'âme, sages. Oui, donc les sages, pour nous les praticiens des familles d'âme, c'est plutôt une minorité de la population. Donc ils n'auront pas besoin des livres et des enseignements. Les sages, c'est des gens qui s'incarnent vraiment pour venir montrer l'exemple. Donc, ils sont déjà alignés avec tous les corps, alignés avec tous leurs chakras. Ils n'ont pas de blessures à travailler. Ils sont juste là pour montrer l'exemple. Ce qui n'empêche pas chaque famille d'âme d'accéder avec l'âge ou avec l'expérience à un certain état de sagesse. Et je dis avec l'âge, mais moi, j'ai déjà rencontré des jeunes filles de 13-14 ans qui ont déjà une maturité incroyable. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver vers une certaine sagesse. Enfin, en tout cas, je l'espère. Artisans de la paix. Artisan de la paix, c'est le corps émotionnel. Donc eux, ils ressentent tout via leurs émotions. Donc n'allez pas dire à un artisan de la paix, après une rupture amoureuse, oh, t'en fais pas, passe à autre chose. Ben non, c'est pas possible, les émotions sont là. Surtout qu'ils fonctionnent beaucoup à l'affectif, au relationnel ou aussi à l'artistique. Et donc eux, ça va vraiment être via les émotions qu'ils vont ressentir, ça va être un peu leur guide. Les bâtisseurs. C'est le corps physique. Alors, le corps physique, on en a tous un. Et on dit souvent en spiritualité que les messages, ils partent du corps spirituel, puis au mental, puis à l'émotionnel, etc., jusqu'au corps physique. Donc, souvent, quand on a une maladie, un accident de la vie, c'est un peu la dernière façon pour notre famille d'âme de nous prévenir de nous prévenir de quelque chose. Et donc, les bâtisseurs, ça va être les grands spécialistes d'être bloqués du dos, d'avoir parfois les deux jambes cassées. Donc, ils sont forcés à être à l'arrêt. Et le challenge pour eux, c'est qu'ils adorent être dans l'action, mais ils n'aiment pas être mis à l'arrêt et réfléchir. Donc ça, c'est un peu ça qu'ils devront travailler. Je lis d'ici les commentaires sous cette vidéo, sous cette émission. Mais comment fait-on pour calculer, pour savoir? Pour identifier. Pour identifier notre famille d'âme. Voilà. Alors, il y a toute une série d'exercices qu'on pourra retrouver sur mon site internet. Je donne aussi d'autres exercices dans les livres. L'idée, c'est de travailler sur les 4 dimensions, c'est-à-dire y réfléchir mentalement. Lire un livre, ça peut aussi créer des émotions. Je donne aussi des exemples d'exercices corporels. Moi, personnellement, j'ai découvert ma famille d'âme en participant à un séminaire, donc sous forme d'atelier. Ce qui est bien, c'est que maintenant, en Belgique, en France, au Canada, il y a de plus en plus de personnes qui proposent ça, vu que moi, c'est en Belgique, pour certains, c'est un peu loin. Voilà, on a mis aussi au point, avec notre éditeur, une formation en ligne. Donc, il y a plein de moyens qui existent. Parfois, c'est aussi lire un livre, en discuter avec son entourage. Moi, je sais que ma belle-mère, elle a pris le livre, elle a lu le premier chapitre, enfin, mon autre livre qui décrit les familles d'âme. Elle a lu le chapitre des bâtisseurs, elle a dit c'est moi, voilà, elle l'a refermé et elle avait raison, quoi. Parce que eux, leur grande force, les bâtisseurs, c'est l'instinct. Donc parfois, instinctivement, ils le sentent. On peut voir aussi comment on réagit quand on va mal. Par exemple, un bâtisseur, quand il va mal, lui, c'est la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc parfois, alors ça demande un peu de recul sur nous-mêmes, hein, parce que parfois les gens vont se dire c'est pas moi le problème, c'est les autres. Donc bâtisseur, il va être plutôt rentre dedans. L'artisan de la paix, il aide beaucoup de gens, mais quand il va vraiment pas bien, il va plutôt se poser en victime, c'est-à-dire se plaindre sans nécessairement rechercher une solution à ses problèmes. Le visionnaire, ça va être plutôt dans le déni. Il va jouer l'indifférent, c'est-à-dire c'est comme s'il montait dans sa tour d'ivoire et qu'il n'y avait plus rien. Et le passeur, il va plutôt faire le sauveur. Alors on pourrait dire, c'est bien là, un sauveur. Non, en fait, un sauveur, il va aider les gens qui n'ont peut-être rien demandé. C'est-à-dire que parfois, on rend les gens passifs si on les aide trop. Et surtout, comme ils aident tout le monde, ils ne s'occupent pas de leurs propres problèmes à eux.
Donc ça peut être aussi une piste, parce que moi, c'est une chose qui m'a tout de suite marqué dans les familles d'âmes, c'est que la créatrice du modèle, elle a dit finalement, j'ai pas inventé grand-chose, j'ai juste fait une synthèse de plein de choses existantes. Et donc dans les familles d'âmes, on parle du triangle dramatique, qu'est-ce que je viens d'expliquer, donc le jeu de la victime, le sauveur, etc. Ça parle de la prophétie des Andes, donc le roman. Ça parle de Ho'oponopono, ça parle du processus du deuil, ça parle des 5 blessures qu'on peut travailler en psychothérapie. Et donc, elle dit, la créatrice, moi finalement, je me suis rendu compte que tout était connecté. Et elle a fait un genre de grande synthèse. Ce qui est souvent intéressant, parce que plein de gens vont démarrer les familles d'âmes et dire, bah tiens, ça, en fait, les chakras, je l'ai vécu au yoga, donc je connais déjà. Et donc, à chacun un peu sa porte d'entrée. Mais ce qui a été intéressant, moi, je me suis rendu compte que il y a autant des médiums et des cartomanciennes que des psychologues, que des chefs d'entreprise, que des directrices d'école qui s'intéressent à ce modèle. Est-ce qu'on peut être tout à la fois? Parce que si on étudie bien chaque spécificité de chaque famille d'âmes, on a un peu de tout partout. Oui. Alors, c'est garanti que dans les commentaires, on va avoir des gens qui nous diront « je me reconnais dans tout ». Évidemment. Et ce qui est normal, parce qu'on a tous un corps physique, on a tous des émotions, bien du sûr, mental, on est tous pris par le spirituel. mental, on est bien sûr, bien sûr. Voilà. Et donc, alors, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a, comme ma belle-mère, je t'embrasse, hein, belle maman, qui sont tout de suite, ils savent. Il y en a qui hésitent entre deux. Pardon, elle peut se tromper? Alors, il y en a qui peuvent se tromper, mais là, elle avait raison. Pour vous dire, à 65 ans, elle a fait un concours d'haltérophilie et de fitness. Ils ont dû créer une catégorie pour elle, parce que la plus jeune avait 50 ans. Donc là, on est bien dans le corps physique. Mais on peut se tromper aussi. C'est ça que moi, par exemple, dans les séminaires, je dis aux gens, on va faire plein d'exercices, mais c'est pas moi, celui qui sait, qui va vous dire qui vous êtes, quoi. Mais donc la question c'était, est-ce qu'on peut être... Oui, voilà, est-ce qu'on peut être de tout, merci. De tout à la fois. Donc non. Alors certains hésiteront entre deux, d'autres hésitent entre tout. Et j'en reviens à mon propos de début d'émission, parfois notre nature profonde, elle est bien cachée. Moi, pour vous dire, je me retrouvais dans tout sauf passeur. Donc pour moi, je pouvais être tout sauf passeur. Et alors les gens un peu commerciaux, ils disent « Ah, c'est mal fait les familles d'âmes, il faudrait un truc pour être sûr à 100%. » Mais pour moi, c'est la beauté du système. C'est moi, quand j'ai découvert pourquoi ma relation à la spiritualité était cachée, ça a eu énormément de sens pour moi et ça m'a permis de reprendre un chemin qui était beaucoup plus juste pour moi. Et donc, quelque part, c'est un investissement comme quelqu'un qui va démarrer une thérapie ou aller voir un coach. C'est un investissement, ça prend du temps. Dans un monde où on a tout de suite, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais c'est normal de se retrouver dans tout. Mais à nouveau, un indice, c'est suivez ce qui vous met vraiment en joie. Est-ce que vous préférez, quand vous faites un week-end entre amis, qu'est-ce qui va plus vous nourrir? Est-ce que c'est le repas du soir tous ensemble? Est-ce que c'est d'aller marcher un peu dans les bois, un peu chacun de son côté? Est-ce que c'est organiser les comptes, organiser un peu tout? Parce que ce qui est toujours intéressant quand on découvre sa famille, plein de gens qui découvrent leur famille d'âme, souvent, ils regardent leur vie et ils se rendent compte, c'est le fameux connecting the dots, relier les petits points. C'est un peu comme les dessins quand on était petit, où on relie le point 1 à 2 à 3 et ça nous fait un petit lapin. Et on se rend compte que, ah oui, il y a quand même eu des signes. Et donc, voilà, n'attendez pas que quelqu'un vous dise « vous êtes ça ». Après, moi, je me suis investi dans la mission de donner un maximum d'outils, de réunir toutes nos connaissances là-dedans. Mais c'est vrai que, voilà, c'est aux gens à faire la recherche. Mais dans chacun de mes livres, il y a des exercices très pratiques, quoi. Alors, l'autre question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'une fois qu'on a identifié sa famille d'âme, j'imagine que l'entourage a envie de savoir aussi de quelle famille d'âme, dans quelle famille d'âme elle appartient. Et est-ce qu'il y a des incompatibilités entre familles d'âme? Dans la famille Sbill, je suppose que votre épouse a dû effectivement faire sa famille d'âme. Oui, oui, oui. C'est la même que la vôtre? Non. Alors, dans les couples, alors souvent les gens nous disent « tiens, je suis passeur », et ils pensent aux âmes sœurs et tout, et donc souvent font le raccourci « donc il faut que je trouve une passeuse pour être heureux ». Exact. Or, moi, je pense qu'à 90% des couples que j'ai rencontrés, c'est toujours deux familles d'âmes différentes. Opposées. Alors, c'est vrai que moi, j'aborde souvent le sujet des familles d'âme et de l'amour. Et parfois, les gens se demandent comment être heureux en amour. Et c'est vrai, j'aime pas dire aux gens quoi faire, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui, à 100%, vous permet d'être heureux en amour.
Alors, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous-même. Mais je ne sais pas si j'en parle. Oui. Ouais. Alors, la solution, c'est simple, c'est mettez-vous avec un Belge ou une Belge. Ça fonctionne dans tous les coups. Mais non, je plaisante bien entendu. Mais c'est vrai que souvent, c'est deux familles d'âmes différentes et qui se comportent, enfin, qui souvent s'amènent des choses. On peut avoir un bâtisseur qui va dire « Allez, moi, je suis dans l'action », et puis une passeuse qui va lui amener une quête spirituelle et dire « Ok, je vais être dans l'action, mais pour des choses qui ont du sens ». Mais j'ai déjà vu aussi des couples où il y avait deux familles d'âmes qui étaient les mêmes et où ça se passait très bien. Okay. Donc, il n'y a aucune incompatibilité ou recommandation. Et puis, ça dépend aussi d'une personne à l'autre, du chemin personnel qu'on a fait, parce que l'éveil spirituel peut être très bien chez un bâtisseur, enfin, chez n'importe quelle famille d'âmes, quoi. Alors, vous êtes passeur. Et ma compagne est artisane de la paix. Corps émotionnel. Voilà, c'est ça. Tout est dans les émotions. Alors, moi, j'ai vraiment découvert aussi que la famille d'âme, c'était hyper utile pour son couple. Donc, par exemple, comme les artisans de la paix, ils ont la blessure d'abandon. Au début, quand on se disputait, ma compagne, elle pensait que j'allais la quitter. Donc, parfois, je me disais, donc on aurait pu se quitter pour un bic mal rangé ou ce genre de choses. Parce que parfois, je disais, bon, ça suffit. Et puis, quand on arrivait à parler, tu sais, pour moi, quand tu dis ça suffit, je pense que c'est fini le couple. Ah oui, donc pour toi, j'allais faire mes valises et quitter. Et partir. Alors, on pourrait trouver ça rigolo, mais quand on a eu la blessure d'abandon, c'est comme ça qu'on réagit. C'est sûr. Et donc, du coup, je sais que moi, je fais plus attention. Ou si, par exemple, étant un visionnaire, est avec une artisane de la paix, souvent, il y a un problème dans le couple et le visionnaire, il va être dans le mental, il va dire « Ok, on va analyser le problème et je vais trouver la solution ». Alors que l'artisane de la paix ou l'artisan de la paix, il aurait juste envie d'être serré dans les bras. Et donc, c'est ça qui est chouette, moi, que j'aime bien dans les familles d'âmes. C'est vraiment une grille de lecture. On apprend aussi à parler d'autres langues. Parce qu'il y a des gens, vous avez peut-être déjà remarqué, parfois on se comprend presque sans se parler. Et puis il y a d'autres personnes, ok, on sent même si on parle français tous les deux, on a l'impression, je veux lui faire un compliment, il prend ça comme une insulte. Ok, j'apprends à parler le bâtisseur, j'apprends à parler l'artisan de la paix, j'apprends à parler le visionnaire. Excellent. Et c'est pour ça que c'est même, moi je l'utilisais par exemple en entreprise, pour les équipes que je manageais, c'est hyper utile. Mais quoi. vous savez, je me dis, on a fait une émission il y a la semaine dernière sur le human design. Et je me dis qu'entre l'énéagramme, le human design, les familles d'âmes, on a quand même des outils aujourd'hui assez extraordinaires pour aller faire ce travail d'introspection ou éventuellement savoir d'abord qui on est, comment est-ce qu'on réagit, quels sont les centres d'intérêt que nous avons et de quelle manière on peut collaborer avec les gens ou vivre avec notre entourage. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est exactement ça. Maintenant, on a vraiment une ouverture sur la spiritualité qui fait qu'il y a pléthore d'outils. Et pour moi, ces outils-là, ils sont tous intéressants. Et surtout pour se comprendre nous, mais comprendre qu'il y a d'autres qui ne fonctionnent pas comme nous. Parce que c'est un réflexe humain. Souvent, on passe tout via le prisme de nos croyances. Et dire, non, quelqu'un qui t'a pas dit bonjour le matin, c'est pas nécessairement qu'il voulait te manquer de respect, mais il fonctionne différemment, alors que pour toi, c'est peut-être très intéressant. Alors, le seul truc que je regrette, parce que, en fait, pour savoir exactement, presque avec précision, même s'il y a toujours une part de doute, mais quelle est notre famille d'âme, il faut du temps, quand même. Il faut s'y plonger. Ça se fait pas un questionnaire c'est pas un quiz ou un truc qui se fait en deux, quoi. Ça dépend vraiment d'une personne. À nouveau, moi, j'en connais qui lisent un livre et qui savent. J'en connais qui ne regardent que... Parce que j'ai des vidéos sur YouTube qui décrivent chaque profil. Ils vont voir les vidéos et dans les commentaires, ils disent « Merci, j'ai trouvé ». Moi, ça a été un séminaire. J'en connais qui hésitent pendant des années. Donc, c'est pas nécessairement long et compliqué. Je pense aussi que ça dépend où on arrive. Un artiste qui arrive dans une famille d'artistes, son âme d'artiste va peut-être avoir plus facile à se révéler. Mais oui, quelque part, il faut choisir de s'intéresser à ce sujet-là. Donc, quand vous voudriez plus la réponse rapide. Moi, oui. Ouais, moi, j'adorerais. Ça sonnerait un peu bâtisseur, ça, non? J'adorerais avoir le petit côté... c'est ça, vous savez, comme... Dans les magazines féminins, vous avez toujours, à la plage, vous avez toujours un petit quiz à la fin. Et si vous avez tant de points, hop, c'est que vous êtes... Alors, je veux bien vous donner un scoop, mais ce genre de choses, ça va arriver. En fait, c'est le thème de mon prochain livre qui sortira en mars. Okay. Parce qu'en fait, la question que... Quand j'ai fait la promo de mon livre qui est sorti en février, toutes les vidéos YouTube, tous les podcasts, les commentaires, c'est « Mais comment être sûr? Comment identifier ?» Et donc, je suis en train de terminer un cahier d'exercices sur comment identifier sa famille d'âme, où il y aura des quiz, où il y aura des tests de personnalité. Et donc, pour moi, ce sera l'ensemble des exercices. Il ne faudra pas juste faire le quiz.
Et donc, voilà, je ne voulais pas faire de teasing, mais c'est super. Comme c'est ce qu'on me demande tout le temps. Ce qu'il faut. Exactement ce qu'il faut. Mais c'est ça qui est intéressant. Par exemple, dans votre réaction, j'aimerais bien avoir le truc rapidement. On n'est pas dans un profil de visionnaire. Le visionnaire, ce serait plutôt, donne-moi tous tes livres, je vais les lire et il va m'expliquer le modèle mieux que moi je le connais. Et il va même peut-être en déduire un nouveau modèle, etc. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez eu une idée dans ce que vous avez pu regarder sur les familles d'âmes? Je pense que effectivement le côté bâtisseur doit être... C'est vrai? Ouais, je pense. Ok. Mais en tout cas, c'est vrai que le côté concret, donne-moi le truc, parce que au début, on pensait que les bâtisseurs, ils étaient tellement dans le concret qu'ils ne s'intéresseraient pas aux familles d'âmes. Mais en fait, souvent, ils sont là. OK, j'ai une équipe, je fais quoi avec? Donne-moi les trucs. Absolument. Et donc, ça permet parfois, juste ça donne déjà un sacré indice, quoi. Alors, il y a également les réactions quand on trouve sa famille d'âmes. Oui. Alors, vous mettez parce qu'il y a beaucoup d'humour en plus, hein, dans ce que vous mettez. Vous mettez le maître étalon, le Canada Dry. Oui, pour ceux qui ont la référence, hein, le Canada Dry. Exactement. La famille d'âme d'adoption, le tout sauf ça, le rejet de sa famille, se connaître dans toutes les familles, idéaliser sa famille, etc. etc. Expliquez-nous la réaction. C'est quoi? C'est une synthèse de la manière dont les gens ont réagi quand ils découvrent leur famille d'âme? C'est ça. Donc moi, le but, c'est d'amener un maximum d'outils aux gens. Et comme j'ai fait pas mal de séminaires, d'ateliers, de conférences, j'ai pu observer des réactions types. Et donc, il y a des gens qui, les maîtres étalons, c'est souvent utile dans les séminaires, parce qu'il y en a, ils arrivent, ils ont l'air d'artisans de la paix, ils parlent comme un artisan de la paix, c'est des artisans de la paix, et donc c'est un peu, ils font une pub pour leur famille d'âme. Et donc, les gens vont pouvoir regarder cette personne-là et s'y comparer. Le tout sauf ça, c'est... Alors, les gens, en général, ne sont pas contents, parce que c'est vraiment marrant. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui est tombé dans les pommes en découvrant sa famille d'âme, d'autres qui pleurent, ou d'autres qui sont en colère, quoi. Et donc, à chaque fois que quelqu'un dit « moi, je ne suis pas ça », vraiment, dans 95% des cas, on parlait des gens un peu fâchés sur leur famille d'âme. Mais alors, parfois, ils se rendent compte que moi, je ne veux pas être bâtisseur. Et puis, on se rend compte qu'ils n'ont toujours eu que des modèles négatifs de bâtisseurs. Mais il y a aussi des modèles positifs. Et donc, sachant qu'ils n'ont eu que des modèles négatifs, ça leur apprend énormément de choses. Le Canada Dry, c'est à l'inverse du maître étalon, des gens qui cochent toutes les cases. Moi qui connais très bien le modèle, en séminaire, je dis, lui, il est prof de gym, il est musclé, à la pause, il va marcher pieds nus dans l'herbe. C'est sûr que c'est un bâtisseur, quoi. Et non, en fait, il s'avère que c'est un visionnaire. Et donc, d'où l'intérêt de faire des exercices. La famille d'âme d'adoption, souvent, il y a des gens qui hésitent entre deux familles. Et parfois, il y a notre vraie famille, donc on n'en a qu'une seule, hein, en tout cas pour cette vie-ci. Et parfois, on a une famille d'âme d'adoption, c'est-à-dire qu'on peut avoir comme un masque ou comme un déguisement. Imaginons, on arrive dans une famille de comptables, où il faut faire la comptabilité, où les maths, c'est important à l'école, le côté littéraire, peu importe. Quelque part, c'est une famille qui va mettre le visionnaire très en avant. Et donc, je vais acquérir les codes du visionnaire. En vacances, on va s'intéresser à la culture, on va visiter des musées. Mais peut-être qu'en fait, je suis bâtisseur, mais je vais prendre l'adoption de la famille d'âme du visionnaire parce qu'elle est mise un peu en avant. Et donc, la famille d'âme d'adoption, c'est quelque chose qui peut brouiller les pistes parce que ce n'est pas notre vraie famille. Mais une fois qu'on a identifié notre famille d'âme d'adoption, ça nous fait tout un package de compétences qu'on peut utiliser, mais pour notre famille d'âme. Donc l'idéal, c'est que la famille d'âme véritable soit au volant de votre vie et la famille d'âme d'adoption plutôt sur le siège passager, voire à l'arrière si elle a pris trop de place. Alors Bruno, il y a des expressions que vous connaissez évidemment parce qu'on les utilise régulièrement quand on dit c'est une rencontre d'âme à âme. Oui. Par exemple. Ça veut dire qu'on fait partie de la même famille d'âme? Alors pour moi, il y a deux cas de figure. Il y a des gens où on fait partie de la même famille d'âme, c'est-à-dire deux passeurs qui ah oui, ça manque de sens, ah ben oui, et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions plus profondes avec quelqu'un que j'ai rencontré depuis 15 minutes que des amis que je connais depuis 30 ans. Souvent, je pense qu'il y a une rencontre de famille d'âme. Mais moi, j'ai déjà eu des expériences de collaboration. Par exemple, mon premier livre, je l'ai coécrit avec ma coétrice qui s'appelle Dominique de Thiers. On est tous les deux passeurs et c'était évident pour nous que c'était notre mission et parce que plein de gens nous disaient « c'est terrible d'écrire un livre ». Alors, si j'avais dû écrire un livre sur l'informatique, je pense que ça aurait été terrible pour moi parce que c'est plus ma passion. Mais là, en fait, c'était presque engageant, sympa, quoi. Et je pense qu'il y a aussi des associations parfois qui se font. Moi, je vois beaucoup d'associés, un entrepreneur qui est bâtisseur et un autre visionnaire. Ou parfois un bâtisseur et un passeur. Le passeur, souvent, on dit, lui, c'est un peu l'âme de l'entreprise.
et puis il y a l'autre qui fait avancer, etc. Donc je pense qu'il peut y avoir aussi des rencontres d'âme à âme, mais de pas nécessairement la même famille, parce que souvent, justement, ils se rencontrent. Moi, ma compagne, elle m'a beaucoup appris à nourrir une relation. C'est vrai qu'avant, j'étais très peu à appeler, à laisser un petit mot ou quoi. Puis elle m'a dit, tu sais, tu ne nourris pas beaucoup la relation. Puis je me suis dit, ah bon, ça se nourrit une relation? Et c'est un truc que j'ai toujours retenu, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. Entretenir la relation. Voilà, c'est ça, prendre des nouvelles de temps en temps, c'est ça, etc. c'est ça. Je ne fais pas ça. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec bâtisseur? Oui, mais le bâtisseur, sa manière d'entretenir la relation, ça va peut-être d'aller danser dans les bars avec ses copains ou de faire un barbecue. Mais en fait, quand on dit... vous parliez des expressions qui reviennent souvent. Il y a être aligné. Ouais. Ben, dans les familles d'âme, on suggère d'être aligné entre les 4 corps. Et donc, par exemple, un bâtisseur qui ne serait pas du tout à l'écoute de ses émotions, ben, il a intérêt à les sentir avant d'avoir le burn-out, l'accident de voiture ou la vie qui vous met à l'arrêt. Mais donc voilà, moi je ne suis pas en train de dire ce que vous devriez faire, mais c'est vrai que parfois, moi je me rends compte avec le temps qui passe, c'est vrai que j'ai des amis, c'est toujours moi qui appelle. Je me dis, bah oui, maintenant je comprends ce que c'est de ne pas nourrir la relation. Mais je sais que moi, quelque chose qui a du sens, comme parler des familles d'âme aujourd'hui, pour moi, ça va me nourrir énormément. Je n'aurais pas besoin d'avoir eu énormément d'émotionnel, parce que je pense que ce que je fais ici est juste par rapport à ma mission de vie. Mais idéalement, il faudrait qu'on soit tout. Idéalement, il faudrait qu'on ait un peu de tout. Voilà, Diane Leblanc, elle recommande, par exemple, sur une journée ou sur une semaine, que 40% de notre énergie soit sur notre corps physique, 30% sur le corps émotionnel, 20% dans le mental et 10% dans le spirituel. Donc moi, quand j'ai des clients... C'est beaucoup, 10%. Ouais, hein. Et donc 40% pour le corps, 30% pour les émotions. Pour le corps, je comprends. Mais... Et donc les gens... tous les matins, on prend une douche, mais quand est-ce qu'on fait une hygiène émotionnelle ou quand est-ce qu'on se connecte un peu spirituellement? Et donc moi, parfois, j'ai des clients qui se shootent un peu à la spiritualité. Ils ont fait un week-end sur le chamanisme, le week-end d'après, ils partent 3 jours en jeûne, le week-end... Mais en fait, ils n'ont pas le temps d'intégrer. Et donc, moi aussi, ça m'avait marqué les 10%. Et donc voilà, on n'est pas là pour faire des maths, mais ça donne une idée de... moi, souvent, ce que je conseille, c'est regarder les 4 dimensions et dites-vous laquelle est la moins présente aujourd'hui. Et ça peut vous donner une idée sur comment rééquilibrer. Mais sur l'histoire des pourcentages, c'est ce qu'elle dit que l'on fait ou c'est ce qu'elle ce qu'elle recommande. Ah, c'est ce qu'elle recommande. Voilà, donc quelqu'un va peut-être être à 10% dans ses émotions, 0% dans le spirituel. Ah oui, ou quelqu'un va peut-être être tendance à être à 80% dans le spirituel. Moi, j'avais fait un atelier comme ça avec Serge Boudboul. Il y avait une dame qui avait levé la main et dit, mais parce qu'il parlait de s'habiller, d'être fier de comment on est le matin, parce que c'était s'incarner et tout. Il y avait une dame qui dit, moi, je m'en fous de tout ça. Il n'y a que ce qui est là-haut qui m'intéresse. Mais bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche-là, parce qu'on fait l'expérience d'incarnation. Je veux dire, vivre avec les anges, c'est probablement ce qu'on fera entre 2 incarnations. Et comment est-ce qu'on pourrait comprendre quelqu'un qui on vit une expérience terrestre. Donc voilà, moi, j'aime bien cette histoire de pourcentage, parce que souvent, on est surpris de dire ouais, c'est aussi important de bien manger, de bien dormir, de bien s'alimenter. Dans le livre, il y a également, en fonction des familles d'âmes, le rapport au chakra, évidemment, et à la couleur associée. Alors, vous disiez, vous étiez passeur, donc c'est chakra coronal. Voilà, c'est ça. Parce que spiritualité pure. Voilà, donc les chakras, c'est un peu des centres énergétiques pour ceux qui ne connaîtraient pas, comme on a des organes principaux, le cœur, l'estomac, etc. Mais il y a des centres énergétiques. Et effectivement, le chakra coronal, parfois on touche la fontanelle des enfants, on a cette partie du crâne qui n'est pas encore bien formée. C'est celui qui est ouvert vers la spiritualité. Bâtisseur racine, bâtisseur sacré. Alors il y a 2 fois. Voilà, donc en fait, la créatrice Diane Leblanc, elle a lié chaque famille d'âme à un chakra. Et donc on peut voir qu'il y a 2 bâtisseurs, les bâtisseurs rouges et les bâtisseurs oranges. Les bâtisseurs rouges, souvent on parle de yin et de yang, dans le sens où on a tous un yin et un yang, mais il y en a un qui peut être plus prédominant. Bâtisseurs rouges, eux, c'est plus vers l'extérieur, plus yang. Ça veut dire quand ils sont en colère, ils vont vous rentrer dedans. Bâtisseur orange, c'est une version plus douce, plus dans le doute, qui va plus se remettre en question. Donc souvent, s'ils sont en colère, ils ont tendance à renvoyer la colère sur eux-mêmes. Donc ça, c'est pour les 2 types de chakras du bâtisseur. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'il faut procurez-vous ce livre et encore une fois lisez, même si il faudra patienter encore un peu, vous l'avez entendu, pour avoir le petit cahier d'exercices
et qu'on fasse directement l'exercice, hein, qu'on sache exactement dans quelle famille on se trouve. Est-ce qu'on peut refuser de faire partie de cette famille-là? Oui. Moi, quand je fais un atelier, je dis toujours, moi, je ne suis pas un gourou, je ne vais pas vous dire qui vous êtes. Par contre, le groupe va vous donner son avis. Moi, je vais vous donner mon avis qui vaut autant qu'un autre. Et j'ai la croyance que tout ce qui va passer pendant la journée va vous donner un avis. Par exemple, une fois, j'ai eu une artisane de la paix qui s'est inscrite à un séminaire. Donc, il faut savoir que les artisans de la paix, ils ont souvent tendance, beaucoup de mal à prendre soin d'eux. Et elle a dit, moi, ça fait 5 ans que j'ai jamais fait un truc pour moi, et là, je viens. Pour moi, c'était un signe énorme qu'elle était artisane de la paix, et c'était le cas. Et je leur dis, cette journée va être pleine de signes, et au final, c'est vous qui décidez. D'ailleurs, ils ont même le droit de revenir, parce qu'après, 6 mois après, ils ont peut-être changé d'avis. Mais je pense que personne n'est là pour imposer une famille d'âme. Ce serait comme forcer quelqu'un à aller chez le psy. On a parfois le sac à dos, on n'a pas assez d'outils pour aller voir une blessure. Donc oui, il y en a qui refusent. Hein. Dernièrement, la tendance que j'avais beaucoup de femmes bâtisseuses qui refusaient cet aspect bâtisseur parce qu'elles voyaient quelque chose de violent, de peu ouvert, etc. Je dis, mais ça, c'est les travers du bâtisseur. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner un conseil de direction d'un grand groupe international. Donc c'était génial parce qu'il y avait des gens des 5 continents, ça se faisait en anglais. Ben, la personne qui organise, donc vous imaginez un conseil de direction d'un grand groupe, venir parler de spiritualité, on pourrait vite se prendre des claques et de l'ironie et se faire... Et de famille d'âme. Voilà. Parce que et parler de famille d'âme, voilà. Parler de famille d'âme, attention. C'était pas du coaching, c'était pas... Et la veille, ils faisaient leurs chiffres, quoi. Hein, donc il faut bien s'imaginer. Ben, ça s'est super bien passé. Pour moi, déjà, c'était un test aussi pour voir, tiens, il y avait des gens d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Asie. Je me dis, ben, tiens, c'est bien passé, quelle que soit votre culture. Ben, le CEO, le directeur général, c'était un bâtisseur rouge. Et toute la journée, c'était vraiment une force tranquille. Et dès qu'il y en a un qui exagérait, enfin, qui allait un peu vers de l'ironie, etc., il faisait juste un regard. C'est tous des gens qui dirigent des filiales de dizaines de milliers de personnes. On démarre à l'heure. Et il était vraiment un bâtisseur aligné, c'est ça, c'est une force tranquille. Il n'a pas besoin de faire de l'esbrouf. C'est la classe. Et du coup, moi, je me sentais vraiment protégé et j'ai vraiment vu, parce que j'y allais quand même avec une certaine prudence, et j'ai vraiment pu être passeur en étant protégé. Donc, c'était une super alliance et le sujet a été bien reçu, parce que pour moi, là, c'était aussi une expérience. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent rejeter leur famille d'âme pour différentes raisons. Alors, il y a aussi un point, mais ça c'est vraiment très très personnel. Je trouve que parfois, les noms que l'on donne aux familles d'âme, je trouve que c'est pas très cohérent. Par exemple, artisan de la paix, quand vous donnez les caractéristiques de la famille d'âme artisan de la paix, ça colle pas vraiment avec l'intitulé. Ah oui? Qu'est-ce qui colle pas? Redonnez-moi les caractéristiques d'artisan de la paix. Donc artisan de la paix, c'est des gens qui sont vers l'affectif, l'émotionnel, la relation et l'artistique. Après, c'est vrai qu'à un moment, il faut bien nommer les choses. À partir du moment où on nomme, c'est d'office réducteur, mais c'est vrai que ça aide. Par exemple. La famille d'âme visionnaire. Les caractéristiques? Oui, ben, l'intuition, le fait d'être connecté au mental, d'avoir accès à la connaissance universelle, etc. Ouais, ça ne veut pas nécessairement dire être visionnaire. Oui, ben, on pourrait... Après... Moi, justement, je donne le conseil, parce que de plus en plus de gens s'intéressent aux familles d'âme et écrivent dessus et tout, ce qui est très bien. Moi, je recommande de garder le squelette de Diane Leblanc. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont renommé les visionnaires les structurants. Moi, par exemple, je trouve ça réducteur. Ça fait, OK, le mec qui va écrire le rapport, c'est beaucoup plus. Il y en a qui appellent les passeurs d'âme. Moi, j'aime pas trop parce qu'un passeur, oui, il peut aider à aider une transition d'un état à un autre. Donc, il peut aider à faire monter des âmes. Mais pour moi, dans le film des poètes disparus, le professeur, c'est un passeur. Il aide ses élèves à avoir un plus haut niveau de conscience dans un environnement super rigide. Et donc, moi, c'est un peu ce que j'essaie aussi de faire dans mon travail, c'est de rendre tout ça accessible au plus grand nombre. Absolument. Il faut vulgariser le propos. Non, voilà, exactement, sûr, parce que ça peut être utile à tous. Ouais. Et c'est vrai que le propos original est très, très ésotérique, ce qui, moi, ne me dérange pas du tout. Mais je sais qu'un chef d'entreprise, si je viens de lui parler de son dragon sacré en première phrase, il va avoir du mal. Mais c'est intéressant, votre propos, parce qu'on n'en avait jamais parlé comme ça. Mais, moi, la démarche de nom... Hein. Non, mais c'est vraiment un moment pour dire, voilà, c'est comme en musique, voilà, bah, ça c'est une gamme, au moins on sait de quoi ça parle.
Mais moi, en tout cas, ce que je conseille, c'est de garder les noms, de ne pas les changer pour garder le squelette original de Diane Leblanc, quitte à après enrichir avec ce que les gens connaissent. Alors, les combinaisons des familles d'âmes, quand on parle des âmes sœurs, des flammes jumelles, de ce qu'est une relation saine, par exemple. Je reviens juste sur la question d'avant. C'est marrant parce que bâtisseur, ça vous convient? Alors, c'est-à-dire que quand vous donnez les grands traits, ça me parle un peu. Ah, c'est marrant. Mais vous me voyez autre part? Non, justement, parce que, petite anecdote, quand on a écrit notre premier livre, on s'est dit, peut-être qu'intérieurement, on est fâché contre les visionnaires, mais qu'on ne le sait pas. Et donc, on va peut-être écrire et être méchant envers les visionnaires. Donc, on a fait relire notre livre à plein de gens de toutes les familles d'âmes. Et on leur a dit, est-ce qu'on n'est pas trop dur avec une famille? Alors, ils disaient oui, mais c'était chaque fois leur famille à eux. Et donc, ce qui nous a dit, OK, nous, on est équilibrés. Non, mais le fait que le nom bâtisseur vous convient, c'est peut-être aussi un signe. C'est pour ça que je reviens. Non, mais parce que j'aime l'image. OK, ouais, mais c'est intéressant. L'image du bâtisseur, l'image de la structure, l'image de la construction, évidemment, si on prend le terme très littéral. Non, ça va, voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais c'est... Redites-moi, le bâtisseur, c'est quoi déjà, il a... Bâtisseur, c'est les Superman, en fait. C'est moi, ça. Donc, ils aiment le concret, ils ont de l'énergie. Parfois, ils ont tellement d'énergie qu'ils épuisent leur entourage, parce que pour eux, juste, ils sont dans le faire. Mais tout le monde n'a pas leur énergie. Ils aiment bien le concret, ils n'aiment pas trop ressentir. C'est-à-dire que s'arrêter, ressentir comment on se sent, souvent, ils se retrouvent plutôt dans l'action. Voilà, pour être en trois lignes. Quoi, oui, non, c'est bien, ça me parle assez bien. Donc alors, on peut revenir aux alors les âmes sœurs, évidemment, flammes jumelles, les âmes sœurs, ça aussi, quand on parle de famille d'âmes, on a souvent tendance à mettre ça, à fourrer ça dans le même paquet en se disant tout ça, c'est de la même tambouille, la même sauce. Voilà. Non, donc, on en a touché un mot tout à l'heure. Hein, mais pour moi, des âmes sœurs, déjà, je préfère en anglais soulmate, c'est des âmes amies, parce que c'est vrai que dans les comédies romantiques, on entend toujours « faut trouver son âme sœur ». Et donc, voilà, je reconfirme, on peut être heureux avec n'importe quelle famille d'âme. Il ne faut pas absolument... D'ailleurs, en fait, dire « je dois absolument trouver ma famille d'âme », ce serait revenir dans le mental avec... voilà, à ma connaissance, il n'y a pas une équation de l'amour ou une recette. Sinon, on la partagera avec plaisir. Et certains disent qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a la piste du Belge, évidemment, qu'on a déjà traité. Donc voilà, les flammes jumelles... je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est plutôt une âme qui aurait été divisée en deux parties. Alors, ça a été fort détourné en mode commercial. Donc, il y a beaucoup d'offres. Trouvez votre âme jumelle parce que c'est un amour plus fort que les autres. Mais moi, les livres que j'ai pu lire sur le sujet disent qu'en fait, c'est souvent des relations destructrices. C'est vrai. Et le chemin... Très douloureux, très douloureux en général. Et donc, il y a ce côté reconnexion, mais souvent, le challenge de l'âme jumelle, c'est de chacun partir de son côté, en fait. Mais donc, pour moi, c'était important de préciser ces termes aussi, parce que ça revient souvent, notamment quand on parle de l'amour. Et l'amour, dans ces combinaisons de famille d'âmes, vous parlez d'une relation saine. Et vous dites qu'une relation saine, c'est pas 1 + 1. Non. Je sais que ça fait un peu Jean-Claude Van Damme, mais c'est hommage à mon pays. 1 + 1 = 3. Exact. Et moi j'aime beaucoup les travaux de Yvon Dallaire, qui parle du couple. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, il est juste allé observer comment étaient les couples heureux. Il n'a pas défini une théorie. Et en gros, on a tous eu ça en géométrie à l'école, il y a l'ensemble A, l'ensemble B et l'intersection A inter B. Et donc, il dit, en fait, c'est important dans un couple qui est moi, qui est toi et qui est nous. Et donc, c'est OK de faire des choses juste pour toi. C'est pas parce que tu vas dans un bar voir un match de foot avec tes copains que tu ne m'aimes plus. C'est pour ça que je trouve... Vous croyez que Jean-Claude Van Damme, il dit que 1 + 1 = 3 par rapport à cette Jean-Claude Van Damme, il dit plein de trucs hyper profonds. Mais j'adore. C'est parce qu'il y a des journalistes qui ont décidé de le tourner en ridicule. Attendez, vous rigolez quoi. Moi, je pense qu'il est d'une générosité profonde et il essaye vraiment de... Alors, je pense qu'il en joue aussi maintenant de ce truc-là. Mais Jean-Claude Van Damme est un dieu. Quand il dit il faut être aware, c'est énorme de savoir qu'à un moment, il y a quelque chose... Et puis, s'il était vraiment aussi débile, il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait. Mais moi j'invite vraiment les gens à reprendre certaines phrases. Et, moi, parfois, je m'amuse à trouver la sagesse dans ce qu'il dit, et il y en a plein. Mais absolument, absolument. Et donc, 1 + 1 = 3, effectivement. 1 + 1 = 3, absolument. Parce que de toujours vouloir être fusionnel, ça va mettre beaucoup trop de pression sur le couple. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir, Jean-Claude Van Damme? Ah ouais, on passe un appel. Passe le message, Jean-Claude. Jean-Claude, si tu nous écoutes. Voilà, ça serait formidable. Les enfants, parce que c'est important, ça aussi. Oui. Les enfants, et vous consacrez un chapitre d'ailleurs sur les enfants, c'est le chapitre 6.
Alors, Marc, les enfants. D'abord, il y a la cigogne qui... Ah non, le portrait d'un enfant bâtisseur, et vous dressez aussi, là aussi, des comportements. Est-ce que quand on est dans une famille... je cherche mes mots. Quand on vient de naître, on est déterminé... Est-ce qu'on a déjà sa famille d'âme? Non, mais on est déterminé. Est-ce qu'elle peut changer en grandissant, cette famille d'âme? Non. Donc, non. On a notre famille d'âme. Point barre. Alors, il y a certains enfants, dès leur naissance, ils vont être dans leur famille d'âme, d'autres peut-être un peu déconnectés. Enfin, le chemin de chacun est différent. Mais donc, alors, moi, le hasard a fait que j'ai 4 enfants et qui sont chacun d'une famille d'âme différente. Et donc, c'est super utile pour les enfants. Par exemple... j'ai une fille qui est bâtisseuse, ben à l'adolescence, il ne faut pas aller dire à une fille bâtisseuse « Maintenant, c'est comme ça où tu te casses », parce qu'elle va se casser. Ils ne vont pas se réduire au chantage ou ils sont dans le combat. Ouais. Donc, par contre, il y a ce côté agréable des bâtisseurs, c'est... en fait, moi, j'ai appris les bâtisseurs, ils disent « Mais s'il y a un problème, tu peux me le dire, franchement, direct. » Donc, les bâtisseurs, ils ne vont pas aimer à « Alors, excuse-moi, ça va t'énerver, mais... » J'ai vraiment quelque chose sur le cœur. Là, ils vont dire, mais accouche, s'il te plaît. C'est ça. Et donc, j'ai appris à être direct. Ouais. Mon fils qui est visionnaire, les visionnaires, parfois, ils aiment bien avoir des moments de solitude. Et je pense qu'il y a 10 ans, mon fils qui était seul dans son coin, il y a 10 ans, avant de connaître les familles d'âme, j'aurais dit, mais non, il faut se faire des copains, il faut socialiser. Enfin, j'aurais eu peur qu'il ne se fasse pas de copains. Maintenant que je connais sa famille d'âme, mais j'accepte. Et en fait, il fait son moment de solitude et puis il revient. Et ça n'empêche pas d'avoir des copains à l'école. Par contre, son frère qui est artisan de la paix, qui lui voudrait être toujours en contact, toujours faire des câlins, toujours jouer, ben, quand l'autre fait son moment de solitude et qu'il se prend un jouet sur la tête, on dit ben, « Écoute, tu n'as pas respecté son moment de solitude, il va jouer avec toi, mais pas tout le temps. » Et évidemment, l'enfant qui, parfois, avec qui j'ai le plus de mal, c'est ma fille passeuse parce qu'elle me renvoie en miroir tous mes travers. Quand je lui dis « Allez, sois un peu présente », je me dis « Oui, en fait, j'aurais pu me le dire à moi-même, ce truc-là. » quoi. Mais on aurait pu imaginer que l'âme aurait choisi une famille d'âme qui lui correspond. C'est-à-dire que l'âme, en s'incarnant, oui, elle choisit une famille d'âme qui correspond précisément à ce qu'elle est, d'où elle vient. Oui, mais souvent, moi, ce que je vois, c'est que les gens arrivent dans des endroits où ils vont devoir faire travailler leur entourage. Donc souvent, les gens hyper ouverts sur la spiritualité vont vous dire « Oh, moi, je suis arrivé dans une famille où c'était que le football et le sport, par exemple. » Et donc, quelque part, ils ont un peu éveillé leur famille à ça. Et même à l'extrême, vous avez des gens qui disent « Je ne me reconnais pas dans cette famille, je ne comprends pas ce que je fais dans cette famille. » Ben, on dit souvent que les amis, c'est la famille qu'on se choisit et tout, mais je pense que, je prends l'exemple d'un passeur qui arrive dans une famille très terre-à-terre, ça va lui permettre de ne pas péter un câble et de ne pas, si très jeune, je suis connecté au spirituel et que je parle sans filtre, etc. Moi, dans la cour d'école, j'ai vite appris à ne pas parler de ce que je ressentais, de ce que je voyais ou quoi, parce que, voilà, quand je disais jamais bien prié, bizarrement, ça n'a pas été bien reçu dans la cour d'école, alors que, voilà, on pourrait se dire, mais il est bête de dire ça, mais moi c'était vraiment un élan que j'avais, quoi, donc voilà, je l'ai gardé pour moi. Non, mais c'est vrai que ouais, ça peut être surprenant parfois où on arrive. Mais c'est pas, moi je pense que ce n'est pas une erreur, c'est l'âme a choisi dans cette incarnation. Voilà, moi je vais plutôt travailler sur cette dimension, sur cette famille d'âme. Alors quand on voit un caractère ou un comportement d'un enfant qui par définition évolue à l'adolescence, et on sait combien l'adolescence est compliquée, pourtant il a toujours la même famille d'âme. Mais il a des comportements qui sont différents. On n'est pas enfant comme on était ado et encore moins quand on est adulte. Oui, mais c'est vrai que l'adolescence, le job des parents, c'est de déplaire et de ne pas convenir. Et donc c'est vrai que moi, je m'étais toujours fait la croyance que chez nous, ce sera différent parce que le dialogue est ouvert, etc. Alors, spoiler, ça n'a pas fonctionné, j'en suis à mon 3e ado. Mais c'est vrai que quelque part, l'adolescence, c'est le rôle de parents. Yvon Dallaire, il dit, nous, on est là pour préparer les enfants à sortir du nid. Et donc, c'est normal qu'il y ait de la friction. Et en fait, au plus un adolescent ou une adolescente est casse-pied, pour rester poli dans les termes, au mieux c'est. Parce qu'un adolescent qui n'ose pas faire sa crise d'adolescence, c'est qu'il n'a pas assez confiance en le lien. Mais c'est vrai que notre enfant à 8 ans et à 14 ans, on se demande si c'est le même. C'est clair. Et pourtant, on peut connaître la théorie et ça ne nous empêche pas parfois de dire. Mais après, il faut se souvenir aussi de l'ado qu'on a été. Exactement. Dans le chapitre 7 de votre ouvrage, Bruno, il y a la famille d'âme d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, la famille d'âme d'adoption, voilà, ça peut être... alors, tout le monde n'en a pas une nécessairement,
Mais on peut avoir un déguisement, un masque. Donc en fait, on a pris une famille d'âme, mais qui n'est pas vraiment la nôtre, qui n'est pas vraiment notre nature profonde. Moi, par exemple, j'ai la famille d'âme d'adoption de visionnaires, parce que dans ma famille, ma maman est visionnaire et c'était un peu elle qui décidait de tout à la maison. Et donc, il fallait bien travailler à l'école, il fallait avoir un bon orthographe, il fallait faire des études. Et puis vers 15-16 ans, j'ai vraiment eu une crise de sens où je me disais, l'école, à quoi bon, etc. Mais pour la suite, quand j'ai écrit un livre, là j'étais vraiment connecté à mon passeur parce que je voulais parler des familles d'âme. Mais comme j'étais avec une collègue passeuse qui n'est pas du tout structurée, le fait d'être visionnaire d'adoption et de savoir faire un document Word correctement structuré pour envoyer à des éditeurs et espérer se faire publier, là mon visionnaire et mon passage dans le monde de l'informatique m'a été super utile. Si on est complètement planant, que c'est pas structuré, que ça ressemble à rien, ils vont même pas le lire. Et donc c'est comme ça que j'ai un peu mis mon service, ma famille d'âme d'adoption, à mon service. Mais ce qui pouvait me ressourcer, comme créer du code informatique ou faire des documents super bien structurés, c'est plus du tout mon kiff maintenant. Quand je dois écrire un mail de plus de 4 ou 5 paragraphes un peu formels, je sens que ça me prend plus d'énergie, quoi. Donc, cette famille d'adoption, c'est un peu comme quand on rentre dans sa belle famille et... C'est un super exemple. Voilà. On ne va pas se comporter avec son meilleur pote ou la belle famille. Il y a beaucoup de gens, moi, quand ils parlent du monde du travail, ils disent « j'ai mis mon masque professionnel ouais. ». Et c'est vrai que, par exemple, ces émotions, est-ce qu'on va en parler dans le monde du travail? Peut-être pas. Et donc, voilà, après, il y a des gens qui arrivent tout de suite à leur bonne place, qui ont moins de travail à faire dans cette incarnation-là. Mais voilà, parfois, souvent, je dis aux gens, regardez comment vous gagnez votre vie. Est-ce que c'est par rapport à votre famille d'âme ou votre famille d'âme d'adoption? Ça, c'est souvent un bon critère qui aide... parce que ce n'est pas une tare d'avoir une famille d'âme d'adoption. Ouais. D'où l'hésitation dont vous parliez aussi sur à quelle famille j'appartiens. Mais c'est important de l'avoir identifié. Une fois qu'on a vraiment sa famille d'âme et la famille d'âme d'adoption, là, on a vraiment toutes les pièces du puzzle pour avancer. C'est incroyable. C'est vraiment intéressant et on a tout de suite envie, et je sais, je vous connais déjà, et vous devez vous poser tout de suite la question de savoir, à moins que vous ne sachiez déjà et que vous ayez le livre de Bruno, mais quelle est ma famille d'âme? Est-ce que vous êtes passeur, visionnaire, artisan de la paix, bâtisseur ou sage? En tout cas, devenez qui vous êtes vraiment. Je précise aussi que les gens n'hésitent pas à mettre des questions dans les commentaires. Moi, j'irai dans les commentaires y répondre avec grand plaisir. Donc, on attend impatiemment le cahier d'exercice pour que ce soit encore plus simple d'accès. Voilà, mars 2026. Mars 2026, voilà. Ça sort aussi chez... Oui, ce sera chez Très Daniel. On est en plein processus d'édition. On n'a pas prévu d'en parler, mais voilà, ça vous fera un scoop comme ça. Non, mais c'est une évidence que de faire ça. Le fait que vous m'en parlez, moi je vois ça comme un signe, je dis ok, voilà. On a bien fait d'aller vers ça, quoi. Mais exactement. Un petit mot de conclusion, Bruno. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on retienne de votre passage? Moi, ce que je conseille aux gens par rapport à la spiritualité ou à leur quête de sens, c'est d'alterner deux choses. C'est bien d'avoir des phases de réflexion, de se poser des questions, etc. Mais parfois, on se met trop de pression sur la connexion à l'âme, etc. Et en plus de la réflexion, il faut des phases d'action. Donc même si vous n'avez pas une ligne directe avec votre âme qui vous dit exactement quoi faire, mais que vous pensez avoir perçu quelque chose, c'est important de poser des actions, d'être incarné, d'être ancré, d'être dans l'humain, dans la réalité, parce que les actions vont vous renvoyer des choses. Et même si à un moment, vous faites fausse route, ça vous apprend toujours quelque chose. Donc prenez une balance, regardez par rapport à l'action ou la réflexion où vous en êtes aujourd'hui, et il y a peut-être une qu'il faudra rééquilibrer, mais voilà. Alterner réflexion, action, et bonne route à tout le monde. Bon, sur votre site internet, on a évidemment toute votre actualité, parce que je suppose qu'il faut être en immersion pendant des stages ou des formations ou aller sur votre site pour faire ce fameux travail d'approche, voilà, donc connaître sa famille d'âme. Oui, donc sur mon site familledame.com, vous allez retrouver des articles qui expliquent les familles d'âme, des liens vers mes vidéos, aussi mon agenda avec les conférences ou les séminaires que je peux faire. Bon, vous savez qu'on est les seuls au monde à avoir la ligne directe avec les instances célestes. Ah oui? Ah oui, direct. Ah d'accord. Ça peut ne pas être... Ah, je suis sur la bonne voie. Ok, d'accord. Magnifique. Excellent.
Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu. C'était passionnant. Vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. Vous allez partager parce que vous le savez qu'on en a besoin. Et ensuite, on aura l'occasion évidemment de revenir pour vous proposer d'autres sujets aussi passionnants que celui-ci. Mais la barre est très haute avec Bruno Sbill. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle rencontre.